Alors, si le non-dominant est celui qui va préférer faire ce que l'autre a demandé et suivre le scénario qui a été établi par son partenaire, le dominant est celui qui va mettre en scène et exécuter les idées et fantasmes de son partenaire. Mais outre ça, il va garder en mémoire tout ce qui a été fait avec son partenaire et surtout ce qui a plu à son partenaire, parce que son but n'est plus de respecter le scénario de l'autre, mais de construire des scénarios sur ce qui plaît à son partenaire. Dès lors, il aime à connaître son partenaire et surtout à creuser ses envies, parce que ça va être le moteur de la construction des scénarios qu'il va établir. Évidemment, le dominant choisit quand entraîner l'autre dans ses jeux érotiques, bien qu'il soit très conciliant avec son partenaire. Son objectif est de connaître intimement son partenaire, ses envies, ses désirs, ses passions, tout autant que ce qui le fait douter ou hésiter, parce que c'est cette intimité qui est importante pour le dominant et qui va lui permettre de cerner totalement son partenaire. Il est très créatif et sait décortiquer les plaisirs énoncés par son partenaire pour en construire des scènes et des scénarios qui vont viser à procurer du plaisir à son partenaire. Évidemment, on attend d'un dominant qu'il soit hyper attentif à son partenaire. En effet, la personne qui se confie s'attend à avoir ses besoins de tendresse, affectifs et sexuels anticipés, à être pris au bon moment et de la bonne manière. Il s'attend également à ce que le dominant lui procure des plaisirs en s'approchant de ses limites, tout en les respectant. La personne avec qui est un dominant s'attend à être surprise par la mise en scène qui a été préparée spécifiquement pour son attention à lui. Le dominant attend de son partenaire qu'il se confie à lui. Dès lors, il va tout faire pour le faire parler et profiter de chaque moment, de chaque parole, de chaque opportunité pour prendre note mentalement de ce qui plaît à l'autre. Le dominant peut se sentir à l'aise tant qu'il connaît les limites de son partenaire, d'où l'extrême importance du dialogue et de la compréhension mutuelle. Le dominant attend également de son partenaire qu'il soit séducteur et très proche de lui. C'est d'ailleurs la proximité et l'attention qu'il va recevoir de son partenaire qui lui permettent de mettre en scène ses désirs. Et en fait, le dominant a besoin d'avoir cette relation de chaleur humaine et de sentir que l'autre vient vers lui pour avoir cette chaleur humaine, pour pouvoir continuer à être créatif et générer des scénarios qui vont faire en sorte que la personne avec qui il est prenne du plaisir, lui fasse un feedback sur ce qui s'est passé, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle n'a pas aimé, comment elle a appréhendé le scénario, pour pouvoir continuer à être créatif, ce qui va lui permettre de continuer à créer des moments de tendresse et continuer la boucle comme ça. Le dominant attend de son partenaire qu'il lui fasse totalement confiance et soit disponible en sa présence. En effet, le dominant ne construit pas les scénarios sur ce qu'il veut faire ou ce qu'il veut faire découvrir à l'autre, mais uniquement sur ce qui plaît à l'autre avec certitude. Et donc, tout ce qui va être mis en place, il le fait pour le bien de l'autre, et pas pour combler ses propres désirs à lui, contrairement à un maître. Dès lors, le dominant escompte que l'autre va se lancer dans les jeux à corps perdu et les yeux fermés, parce que quoi qu'il se passe, ça va rester dans le jardin des plaisirs de son partenaire. Le dominant est à la recherche du droit d'agir selon les plaisirs de l'autre. Il aimerait que son partenaire soit à l'écoute et réponde à ses besoins, de se faire servir, d'apporter les choses, non pas sous la forme d'ordre, mais d'anticipation de besoins et d'envie. Il considère cela comme la dévotion de son partenaire à son égard, en tant que l'espèce de prix du plaisir qu'il dispense à son partenaire. C'est-à-dire qu'un dominant va se sentir dominant tant que l'autre va être à l'affût d'un scénario qui va pouvoir se lancer, en étant conscient que le scénario qui va se lancer va lui procurer du plaisir. Donc, le dominant attend que l'autre vienne, demande, fasse plaisir, soit plaisant, soit érotisé.
parce que c'est au plus l'autre sera de bonne humeur et enclin, au plus le dominant se sentira le pouvoir de faire des choses pour continuer à garder son partenaire de bonne humeur et enclin. Et le dominant ne va rien faire qui pourrait entacher le bonheur dans lequel son partenaire vit, parce que le dominant vit son bonheur à travers le bonheur de l'autre, qui lui est rendu à travers cette espèce de bienveillance que son partenaire lui rapporte. Dans les profils du dominant, on retrouve 3 grands profils. Le presque dominant, le dominant et le dominant pseudomètre. Le pseudo-dominant est la personne qui s'informe des désirs de l'autre et y ajoute parfois ce qui lui plaît, dans le but de réserver des surprises à son partenaire en jouant avec l'inconnu. Mais quand il le fait, c'est toujours de manière très soft et pour faire découvrir quelque chose de neuf à très petite dose. C'est une situation qui peut créer un malaise chez son partenaire, mais en général, le partenaire est suffisamment alerte que pour mettre des limites, et le presque dominant a une tendance à les respecter, et quand il ajoute quelque chose, c'est vraiment pour tester une petite pointe d'épice pour savoir comment l'autre va réagir. Le dominant, est la personne qui s'applique à rester strictement dans le cadre des désirs de l'autre, émettant des idées dont il va s'assurer que son partenaire en a bien compris les tenants et aboutissants avant de les inclure dans des scénarios plus élaborés. Le dominant pseudomètre est celui qui a ses propres idées et s'assure d'y inclure au passage quelques-unes des idées et des sources de plaisir qui sont prises dans ce qui plaît à l'autre. Il cache une ambition de diriger derrière l'appellation de dominant, mais agit comme un maître. Et là, on tombe dans une attitude qui est beaucoup plus dérangeante. Mais on va y revenir. Le presque dominant est donc une variation étrange du pseudo-dominant dans le sens où il aimerait prendre le pouvoir que son partenaire lui donne, mais l'applique sans l'appliquer. Il n'est pas forcément crédible dans son rôle parce qu'il va s'inquiéter trop souvent et à outre mesure de l'autre et de ce qui lui plaît. Et ça tue le scénario parce que quand il va ajouter quelque chose qui est supposé amener une nouvelle épice dans le panel de plaisir, il lui arrive de sortir du scénario et de casser l'ambiance qui a été créée, ramenant l'autre à la réalité de ce qui se passe, au lieu de le garder dans l'univers de plaisir qui a été établi. Et donc le presque dominant a cette espèce de tendance à confondre moment de jeu, découverte de nouveaux plaisirs, et le feedback de ce qui s'est passé. Et donc le presque dominant devrait prendre le temps de discuter des nouveaux plaisirs qu'il voudrait aborder, les tester hors contexte pour pouvoir choisir de les inclure ou non dans les scénarios qu'il va établir si tant est que ça réponde aux attentes de son partenaire, et avoir un feedback après les scénarios qui ont été établis. Et malheureusement, le presque dominant a cette tendance à mélanger les trois et à tout faire en une seule fois, ce qui peut amener des sensations de malaise chez son partenaire, parce qu'il ne saura pas s'il est considéré comme un non-soumis, soumis ou comme un esclave, et surtout qu'il est sans arrêt sorti de la zone de plaisir qui était en train de se dérouler. Sur le papier, il sait quand et comment il peut prendre le pouvoir pour lancer un jeu coquin, mais comme il demande sans cesse à l'autre s'il est prêt à jouer ou non, il a une tendance à perdre la crédibilité à laquelle il devrait avoir droit. Son partenaire donnant sans cesse un accord explicite, l'échange de pouvoir n'a pas réellement lieu, et c'est donc généralement l'autre qui est demandeur de moments coquins, le presque dominant acceptant de lancer le jeu sur demande et non de son propre chef au moment opportun. Si on devait ramener ces moments de plaisir à un film, il en serait l'acteur plus que l'auteur ou le scénariste. Dans le meilleur des cas, ce serait ce qu'on pourrait dire un mauvais réalisateur.
Son rôle dans la durée n'est pas clair, oscillant entre celui qui dirige mais demande la permission, qui agit mais qui s'inquiète de savoir s'il pouvait après coup ou pas. Et comme il lance le jeu coquin quand l'autre est demandeur, ben, il n'est jamais pleinement dans son rôle et jamais pleinement à préparer ce qui va se passer. Et donc son partenaire aura beaucoup de mal à prendre du plaisir parce que le moment de jeu n'est pas clairement défini. En réalité, le presque dominant n'a pas réellement d'idée, et c'est bien là son problème. Il a besoin que les demandes de son partenaire soient très précises pour savoir ce qu'il peut faire et escompter pouvoir faire quelque chose de neuf. Mais il aura du mal à structurer un scénario à proprement parler de son propre chef parce que il va toujours se poser la question de est-ce que ça va lui plaire, est-ce que ça va pas lui plaire, ouais, mais ça lui a plu, si j'ajoute ça, je fais ça, je lui demanderai à ce moment-là. Et donc le rythme des idées qu'il va avoir va toujours être remis en cause. Les idées de son partenaire sont évidemment le moteur de tout ce qui va se passer et il a besoin qu'elles soient clairement établies parce que le presque dominant n'hésitera pas à sortir de son rôle pour demander quoi, comment, pourquoi, comme s'il pouvait mettre le scénario en pause pour avoir une clarification pendant que l'action se passe. Et ça, malheureusement, c'est ce qui va briser le cycle de plaisir ressenti par son partenaire. Dès lors, pour un presque dominant, le partenaire idéal serait plutôt un bottom ou une personne non soumise, plutôt qu'un soumis ou un esclave. Le dominant est la personne qui s'applique à rester dans le cadre des désirs de l'autre, émettant des idées dont il va prendre le temps de les tester hors contexte et hors scénario, pour être certain que son partenaire en a bien compris les tenants et aboutissants, la source de plaisir qui peut y être liée. Il va vraiment prendre plaisir à explorer et construire tous ces scénarios dans le but de faire en sorte que son partenaire prenne du plaisir. Pour lui, le meilleur moment pour prendre du plaisir, c'est en guettant son partenaire et en guettant son attitude. Et dès qu'il va remarquer un besoin affectif, un besoin de tendresse ou un besoin sexuel, il va l'anticiper et y répondre avec un scénario qui va combler ce besoin qui a été exprimé d'une manière explicite ou implicite par son partenaire. Il est bienveillant avec son partenaire et vise à son épanouissement. Il peut être le demandeur de moments de jeu ou d'érotisme, mais il sera plus à guetter son partenaire et à construire le moment de jeu sur la base de ce dont son partenaire a besoin. Et dès lors, même un câlin devient un jeu érotique et un scénario érotique parce qu'il va le mettre en scène et jouer son rôle de dominant bienveillant avec son partenaire. Et s'il a construit un scénario, il va proposer à son partenaire d'y participer. Et si son partenaire dit non, c'est pas grave. Ce sera pour lui l'occasion de construire un second, voire un troisième, voire un autre scénario, ou de revoir son scénario parce que, s'il a dit non, c'est pas grave. Ce n'est pas vexant pour lui parce qu'il a besoin que son partenaire ait l'envie de participer. Et dès lors, pour un dominant, l'acceptation ou le refus de participer à un scénario à un moment où il le demande est un moteur créatif pour lui. Si on ramenait les moments de plaisir d'un dominant à un film, il en serait l'auteur, le metteur en scène. Son partenaire en serait le héros et la victime. Parce que, comme je le disais, le but du dominant est de répondre aux besoins de l'autre. Et si le besoin de l'autre est si l'autre, on va dire, aime la fessée érotique, le dominant ne va pas se contenter de donner une fessée. Il va construire un scénario dans lequel son partenaire
va se planter, ne va pas réaliser quelque chose qui va être la base pour pouvoir lui donner une fessée érotique. Et donc, la fessée érotique va être mise en scène et son partenaire en sera la victime. Qu'on s'entende, on s'entend. Et le héros, dans le sens où, si les choses sont agréables et qui sont épanouissantes pour le partenaire, donc hors sadomasochisme, c'est la même chose. Un besoin affectif peut être mis en scène en attendant que l'autre vienne vers soi pour lui faire un câlin et donner de la tendresse, ou soi-même aller vers son partenaire pour lui donner de la tendresse à un moment affectif. Et donc faire sentir que c'est l'autre qui dégage cette aura bienfaisante dont le dominant peut avoir besoin. Mais tout cela fait partie d'un stock de situations et d'actions qui peuvent être mises en scène pour un oui ou pour un non. Le rôle du dominant dans la durée est étendu, et très étendu, parce que pour le dominant, tout est synonyme de scénarios qui vont pouvoir se produire. Et j'ai envie de dire que ce soit de la tendresse ou de la sexualité ou de l'érotisme, tout se met en scène et il dirige d'une certaine manière ce qui va se passer, et tout ce qu'il demande vise à lancer un nouveau scénario. En public, il va rester très discret. Par contre, en privé, il aura une tendance à plus s'épanouir et démontrer son rôle de dirigeant. Parce que pour lui, son partenaire est toujours demandeur, que ce soit de tendresse, d'érotisme ou de sexualité, de bienveillance, d'attention. Et donc, il tient l'autre en une extrême importance et le considère comme le héros en continu de la vie de couple. Et son rôle à lui, de dominant, est de faire en sorte que l'autre s'épanouisse H24 au sein du couple. Et donc il aura une tendance peut-être parfois à étouffer un petit peu son partenaire, mais à toujours faire en sorte que l'autre ne s'ennuie pas au sein du couple. Et donc il tiendra son rôle de manière très étendue. Mais son meilleur partenaire sera demandeur que ce rôle soit étendu. Les idées du dominant doivent être différenciées entre la mise en scène et les idées, parce qu'il met en scène les fantasmes avoués par son partenaire. Et quand le dominant a une idée, il va d'abord en parler à son partenaire, lui proposer de la découvrir, et va chercher à avoir le ressenti de l'autre sur ce qu'il a émis. Et ce n'est qu'avec l'accord de son partenaire qu'il va ajouter cela à la liste des plausibles pour construire les prochains scénarios. Ainsi, si l'autre désire, demande ou refuse quelque chose, ce sera strictement respecté. Les idées de l'autre sont le moteur du dominant. Et pour lui, c'est une forme de nourriture spirituelle. Il n'hésitera pas à utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire parler son partenaire sur ce qui lui procure du plaisir. Parce qu'au plus il sait ce qui procure du plaisir à l'autre, au plus il pourra construire des scénarios nouveaux et différents qui vont mettre ses paroles, ses confidences en action. Si son partenaire lui propose quelque chose que le dominant venait à ignorer, il va prendre plaisir à se renseigner et surtout chercher à maîtriser la dite idée pour pouvoir satisfaire au mieux son partenaire. Pour lui, c'est un défi que de pouvoir répondre pleinement à chaque demande de l'autre pour pouvoir lui procurer le maximum de plaisir et être le plus crédible possible dans les fantasmes que son partenaire a émis. D'une certaine manière, un dominant est un sadique qui s'applique à donner du plaisir à sa victime, entre guillemets, consentante. Et il a une tendance à considérer son partenaire comme le héros / victime consentant de tout ce qui se passe. Parce que son rôle à lui est à la fois d'être l'élément déclencheur de ce qui va se passer et le méchant, entre guillemets, qui va
torturer, on va le dire platement, son partenaire dans le but de donner du plaisir. Mais tout ce qu'il fait ne vise qu'à répondre aux fantasmes qui ont été énoncés par l'autre. D'où la notion de consentante. Pour un dominant, la meilleure des relations va se trouver dans toutes les personnes dites soumises, quel que soit le type de soumis. Par contre, il ne va pas s'épanouir avec un non-soumis qui va vouloir lui donner des scénarios trop stricts parce qu'il ne pourra pas construire les scénarios, et il ne va pas s'épanouir avec une personne dite esclave qui, elle, va chercher à découvrir des choses qu'elle ignore et qui ne va pas vouloir parler d'elle. Mais on en parlera plus tard. Le dominant pseudomètre est celui qui a ses propres idées et qui s'assure d'y inclure les passages, les envies qui sont prises dans le catalogue de son partenaire. Il cache ainsi son ambition de diriger derrière l'appellation de dominant, mais agit en réalité comme un maître. Pour lui, le meilleur moment pour prendre son partenaire, c'est quand il l'a décidé. Il guette en effet l'attitude de son partenaire et en tire les conclusions qui le mènent à un moment affectif, sexuel ou de mise en scène de scénario. Mais sur le fond, l'accord et l'avis de son partenaire ne sont pas une priorité. Ce sont des réactions qu'il va considérer comme faisant partie du personnage de son partenaire. Et dès lors, il prend le droit d'imposer ses choix et ses envies à l'autre, considérant que ça fait partie de son propre rôle à lui. Si on devait ramener les moments de plaisir d'un dominant pseudomètre à un film, il en serait l'auteur, le metteur en scène, et son partenaire en serait la victime, pas forcément consentante. Il crée un scénario répondant en grande partie à ses propres envies et appâte son partenaire avec des éléments qui lui plaisent. S'il essaye d'imposer son rôle au quotidien, la réponse est oui. Le dominant pseudomètre a une tendance à vouloir ordonner et ponctuer ses attentes et ses désirs d'ordre et de menace, considérant que ça fait partie de son rôle de dominant que d'être à la fois respecté, désiré et craint. Ce qui est totalement faux parce que où on est respecté et on est un dominant, où on est craint et on est un maître. Mais si on ordonne à une personne non soumise, le non soumis ne va rien faire. Et le dominant pseudomètre va considérer ça comme l'opportunité de mettre une punition à l'autre, considérant que ça fait partie des fantasmes de son partenaire. Si on ordonne à un soumis, le soumis va finir par se demander si on joue avec ses fantasmes ou s'il est l'esclave de l'autre. Et à un moment ou à un autre, il va se désintéresser de la relation parce qu'il ne se sentira pas respecté. Dans un autre sens, si on s'inquiète de ce que veut un non-soumis et qu'on est sans arrêt demandeur de scénario, le non-soumis soit va prendre plaisir et s'épanouir à donner ses scénarios en escomptant les voir respectés, mais le dominant pseudomètre ne va pas les respecter, donc ça va forcément mal se passer. Et si le dominant pseudomètre demande sans arrêt à une personne dite esclave d'émettre ses idées pour pouvoir savoir comment l'appâter, le pseudo-esclave va revenir constamment avec les mêmes envies parce qu'il n'a pas envie de parler de ce qu'il veut, préférant être menacé, mis au pied du mur et obligé, entre guillemets, de faire les choses. Et donc le dominant pseudomètre est de nouveau assis entre deux chaises qui sont très dérangeantes. Évidemment, il a des idées, mais il n'en parle pas à son partenaire, parce que parler de ses idées à lui et de ce qu'il pourrait en faire reviendrait à gâcher le plaisir de la découverte de son partenaire. Or, une personne qui se met avec un dominant a besoin de savoir ce qui va se passer et a besoin d'appréhender ce qui va être fait.
Donc, si le dominant pseudomètre se met avec une personne non soumise, la personne non soumise va jouer une fois, pas deux. S'il se met avec une personne soumise, la personne soumise va essayer de creuser les idées et le dominant pseudomètre ne va pas vouloir parler de ce qui s'est passé. Et donc la personne soumise va se sentir très mal à l'aise dans cette situation. S'il se met avec une personne esclave, là ça se passera déjà beaucoup mieux. Bien que le dominant pseudomètre va se sentir frustré parce qu'il n'aura pas d'éléments qui vont servir à appâter l'autre dans les scénarios qu'il va construire. Les idées de son partenaire sont une sorte de base sur laquelle il va construire ses propres scénarios. Et généralement, ce qu'il va faire et ce qu'il va mettre en place, il va considérer que son partenaire va les agréer et va y prendre du plaisir de toute manière. Dès lors, si vous vous reconnaissez dans la description du dominant pseudomètre, je vous conseille de trouver un partenaire qui serait un pseudo-esclave, un presque-esclave ou un esclave, mais surtout pas un non-soumis et encore moins une personne dite soumise. Voilà, moi je vous dis rendez-vous au prochain podcast où on va parler des actifs et des maîtres. Et puis après, on va attaquer la longue liste des personnes dites non soumises, soumises et esclaves.